Il lâche la machine gouvernementale alors que le gouvernement est porté sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Démission des candidats Zanaï et révision de la Constitution, tels sont les sujets que nous allons évoquer sur ce plateau avec Arnaud Benzin, directeur de publication du quotidien La Priorité. Arnaud, en principe, doit faire face à Apollo Emerico Adouvi. Apollo qui est quelque pris, une extrémiste, nous a dit qu'il va accuser beaucoup de retard. On l'attend. On sait à quelle heure il sera là, mais bon, on suppose qu'il sera là. Alors bonsoir à vous, Arnaud Benzin. Bonsoir Mesme, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous une fois encore sur cette émission. Voilà. Alors tout de suite sur la revue de presse, la revue est signée William Tchouki. La nouvelle, telle une traînée de poudre, s'est répandue sur toute l'étendue du territoire national. Nous étions le lundi 27 mars 2017 quand le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense, a posté sur sa page Facebook son départ du gouvernement. Candidat Zanaï claque la porte, crie la nation dans sa parution du mardi 28 mars 2017. Son suppléant à l'Assemblée nationale, Guy Mitokwe, a aussi confirmé l'information. Fraternité aussi confirme l'information et précise que la pomme de discorde serait liée à la révision de la Constitution et bien d'autres affaires qui ont rapport à la gestion du pouvoir d'État. Même son de cloche du côté de Kinikini qui se veut aussi affirmatif tout en se collant au test laconique publié sur la page Facebook du ministre Azanaï. Le meilleur veut savoir les raisons de ce départ et au même moment agite les raisons d'une démission qui tardait. La priorité pour sa part déclare que le ministre serait parti du gouvernement pour des raisons de convenance personnelle. Pendant ce temps, beaucoup attendaient une déclaration officielle pour confirmer ce départ. Elle est venue à la faveur du point de presse du Conseil des ministres de ce mercredi 29 mars 2017, mais ceci après une question d'un confrère, précise la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui ajoute que la réponse du ministre d'État Koupaki était brève. Ce point ne serait pas inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres, même si le président Talon a confirmé avoir reçu la lettre de démission de son ami candidat Zanaï, indique le Progrès. Une démission qui amène l'événement précis et Fraternité à dire qu'un remaniement technique s'impose au président Talon. En attendant, il prend en main la défense, écrit le Télégramme. Pendant que Azanaï rompt les amarres avec la rupture, les magistrats, eux, marchent sur le Parlement, écrit la Nation, pour exiger le retrait pur et simple du projet de révision de la Constitution. La priorité à une autre lecture de cette marche pour le quotidien, les magistrats exigent une révision judicieuse. De leur côté, le Front pour le sursaut patriotique nous apprend l'événement précis est allé se plaindre de Talon chez les évêques. Ils ont informé la conférence épiscopale des griefs portés contre le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Pour la Nouvelle Tribune, c'est plutôt une mise en garde de Métagnon, les FCBE et PLP à l'encontre des députés. La commission des lois de l'Assemblée nationale, pour sa part, après la rencontre du mardi 28 mars 2017 au Palais des gouverneurs, a déclaré recevable selon l'autre quotidien le projet de révision de la Constitution, mais il y a une personne membre de la commission qui s'est opposée à la recevabilité du test. Il s'agit du député Guy Mitokwe, une position qui amène l'événement précis à déclarer que le combat à Zanaï Talon est engagé à l'Assemblée nationale. Rosine Vera Soglo, elle, contre toute attente, a voté pour l'adoption du test, mentionne le grand jury, mais elle écrit à Ngweji pour exprimer ses inquiétudes dans les colonnes du quotidien Le Meilleur. Ses autres collègues sont sur le terrain, constatent Fraternité, pour expliquer à leur mandant le projet de révision de la Constitution, un fait qui fait dire au quotidien du Ménotin qu'ils sont les élus de la nation sur deux fronts. Finissons cette revue avec cette caricature à la une de Fraternité. Un couple en tenue d'Adam et Ève à genoux qui lance à deux gars bien armés devant eux. Vous êtes passés vider la maison hier, on n'a plus rien. Aux hommes armés de répondre, prenez l'habitude de mettre déjà visité sur la porte, ça nous facilitera notre boulot de braqueur. Fin de cette revue de presse, à dimanche prochain. Merci à vous, William Tchouki. Arnaud Benzin, candidat Zanaï, c'est quelqu'un, il est bien connu, c'est un grand ami du président de la République, les deux ont mené beaucoup de combats ensemble, c'est son fidèle à chatte. Ben, il se fait qu'aujourd'hui, à l'épreuve du pouvoir, candidat Zanaï se permet de lâcher le chef de l'État. Quelles sont, selon vous, quelles pourraient être les raisons d'une telle démission? Bon, les raisons sont multiples, mais elles vont demeurer à un stade de conjecture de notre part, puisque l'intéressé lui-même n'a fait aucune déclaration depuis son départ du gouvernement.
Conjecture, c'est ce à quoi nous on est livré aujourd'hui. Son départ, personnellement, m'a inspiré trois lectures. La première, c'est que à travers son acte, qui est un acte de bravoure, qu'il faut saluer, reconnaître et saluer au Bénin ici, parce que au Bénin, nous avons souvent fait des appels à la démission, mais on n'a jamais eu un tel cas dans l'arène politique béninoise. Donc, arriver à le faire alors qu'on est parfaitement en confiance dans un gouvernement. Mais la démission n'est pas toujours un acte de bravoure, parfois c'est de l'irresponsabilité. Non, moi, je ne vois pas ça sous cet angle-là. Lorsque vous avez des engagements, lorsque le pouvoir a fort à faire et que vous l'abandonnez en ce moment, ça peut être qualifié on peut comprendre, on peut prendre ça pour un acte irresponsable. Je suis d'accord. Lorsque le pouvoir est en difficulté et que vous lâchez le pouvoir. Moi, je parle de notre sociologie politique au Bénin ici. On n'a jamais vu des démissions comme c'est le cas de candidat Zanaï aujourd'hui. Donc, je salue d'abord ça, cet acte le courage, de bravoure, de courage que le monsieur a eu, parce que n'oublions pas, il est quand même l'un des ouvriers de toutes premières heures de l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. Donc, on a quand même vu à candidat Zanaï comment il a risqué même sa vie pour militer pour cette cause-là, cette cause qu'il a défendue, mains et pieds liés. L'abandonner de cette façon, ça pose quand même beaucoup d'interrogations. Maintenant, vu ce côté, disons, positif de son acte, le côté quelque peu moins positif à vous entendre, à vous en croire, c'est qu'on ne peut pas rejeter du jour au lendemain ce pourquoi on s'est mis d'accord. S'il y a peut-être des gens dans ce gouvernement qui connaissent mieux Patrice Talon que candidat Zanaï, je n'en vois pas beaucoup. Hein? Donc, c'est son gars, ils sont ensemble depuis de très vieilles dates. Et candidat Zanaï, personnellement, m'a parlé de président Talon bien avant son retour au pays, bien avant son élection. Et c'est des propos qu'il a eu à tenir qui me prouvent que c'est un monsieur qui est très proche de l'homme. Arriver à le lâcher de cette façon, alors que le monsieur, le président de la République, il ne faut pas l'oublier non plus, il est dans de sérieuses difficultés présentement. Là, je vous rejoins, c'est faire preuve d'irresponsabilité. Il ne faut pas lésiner sur les mots pour le qualifier, parce que on vous a mis dans un gouvernement parce qu'on vous fait confiance. Alors là, partir de cette façon, c'est trahir cette confiance qu'on a placée en vous. Et ce n'est pas n'importe quelle confiance. C'est une très grande confiance au sommet de l'État. Et c'est un portefeuille sensible qu'il détient. Et lâcher du jour au lendemain, c'est ce qu'on s'est entendu comme ça. Je me dis que quelque part, le ministre candidat Zanaï a mal agi dans ce cas. Et la troisième lecture, ça rejoint un peu la connaissance que nous avons de l'homme. Le candidat Zanaï, c'est un homme qui est entre griffes dans le peuple. C'est un monsieur qui est habitué au coup d'éclat. Et je suis sûr que c'est forcément suite à de profonds malaises, j'imagine, parce qu'il ne peut pas lâcher Patrice Talon quand même sur un coup de tête. C'est sûr qu'il y a eu de profonds malaises que les jours peut-être qu'il a des ennuis avec d'autres membres du gouvernement. Ça peut ne pas être directement le président de la République, ce qui sait. Oui, c'est possible, parce que vous savez, à une échelle comme ça de responsabilité au niveau de l'État, il y a toujours de ces crocs en jambes, de ces crises de confiance, j'allais dire, parce que vous savez, à une échelle de responsabilité aussi importante, je me dis, à lire un peu mieux ce à quoi on a été exposé depuis l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, c'est à croire que autour du président Talon, il y a quand même mur que certaines personnes ont certainement érigé, et qui, ce mur ne permettant pas que d'autres personnes soient écoutées, alors le risque qu'on y arrive à de ces clashs-là, ce risque est très grand, et c'est sûrement ce qui a dû arriver dans le cas de candidat Zanaï. Peut-être qu'il n'a pas souvent été bien écouté, et, ce mur aidant, le président n'est pas accessible à tout le monde, et il a jugé utile peut-être de prendre ses responsabilités. Alors, candidat Zanaï n'a pas dit les raisons de sa démission, mais sur sa page Facebook, on lit que c'est lié au dernier développement de l'actualité. Je suppose que cette page Facebook n'est pas piratée, que c'est lié au dernier développement de l'actualité. Les derniers développements de l'actualité, bon, sont nombreux, mais beaucoup subordonnent que c'est lié donc à la révision de la Constitution. Vous y croyez? Non, pas forcément à la révision de la Constitution, parce que, vous savez, nous avons eu une campagne électorale pour les présidentielles passées, une campagne électorale responsable. Chaque candidat à cette élection a eu un programme de société bien clair, bien défini, et c'est
pratiquement à la confrontation de ces projets de société-là que le peuple souverain a fait son choix. Ça veut dire quoi? Que candidat Azanaï, en adhérant librement au projet de société du président Patrice Talon, savait toutes ces réformes que le monsieur avait mises dans son projet de société. Donc, il adhérait à ce projet-là, fondamentalement, parce que le candidat Patrice Talon avait été clair qu'à son avènement au pouvoir, il y aura autant de réformes institutionnelles que constitutionnelles. Les réformes institutionnelles sont toujours en cours et nous en sommes maintenant aujourd'hui à la réforme majeure, à la réforme constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'il était d'accord pour ce principe au départ. Donc ça ne devrait pas se poser en termes de problème aujourd'hui. L'homme était d'accord pour la révision. Donc je me dis qu'il y a beaucoup d'autres raisons, puisque l'homme n'a pas encore parlé, puis ce n'est pas un homme qui garde souvent longtemps le mutisme, il va parler d'un moment à l'autre. Je voudrais peut-être nous inviter à la patience, parce que ce qui est sûr... Mais il a une obligation de réserve. Oui, pendant un certain temps. Pour les fonctions aussi autres qu'il a occupées. C'est pour plusieurs mois. Bien sûr, ça fait... Il ne doit pas se permettre de parler tout de suite. Non, mais il finira par parler. Mais en attendant qu'il parle, nous, c'est pourquoi je disais au départ que nous, on ne peut par-delà l'obligation de réserve, en toute responsabilité, il peut ne rien dire. Mais en principe, il devrait nous dire quelque chose, parce qu'il ne peut pas démissionner sans raison. Et les raisons telles que nous, on les évoque aujourd'hui, c'est des raisons qui restent purement des conjectures de journalistes ou bien peut-être d'analystes politiques, mais qui n'ont aucun fondement avec la réalité. Donc c'est ce que moi, je voudrais faire comprendre à tout le monde. Candidat Azanaï, c'est le fidèle achat, c'est l'ami sincère du président Talon qui abandonne le gouvernement. Mais est-ce à dire que c'est dû à la séparation entre les deux hommes? Je ne vais pas oser croire qu'il s'agira d'une séparation définitive, parce que je prends au mot le président de la République qui, en prenant acte de sa démission, a dit exactement ceci, qu'il demeure toujours son ami. Parce que, évidemment, les deux hommes partagent beaucoup de choses ensemble. Donc, justement, le chef de l'État a dit en début de conseil des ministres, que candidat Azanaï demeure son ami. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Demeurer des amis, c'est qu'ils le sont et qu'ils le seront tout le temps. Et candidat Azanaï ne viendra pas dire le contraire. Je suis sûr, pour l'estime qu'il a toujours eue à l'homme, il va toujours demeurer son ami. Peut-être que sur des questions politiques, vous savez, la politique, c'est comme ça. C'est pas comme, disons, dans une chapelle où tout est linéaire sur toute la ligne. Il peut y avoir des moments de crise, des moments de tempête dans la vie politique d'un pays, entre deux hommes, entre deux leaders qui s'estiment. Donc, je me dis que tout ce qui se passe aujourd'hui est dans la droite ligne de ce qui doit exister, disons, dans une arène politique normale. Voilà. Candidat Azanaï a démissionné, mais quelles pourraient en être les conséquences? Oui, il peut y avoir beaucoup de conséquences. D'abord, sur le plan politique, le chef de l'État est fragilisé. Il ne faut pas se voiler la face, parce que candidat Azanaï fait quand même partie de ceux-là qui maîtrisent le terrain politique béninois. Donc, perdre quelqu'un comme ça pour ce qu'il a été dans sa conquête du pouvoir, c'est un coup très dur pour le chef de l'État, parce que quand on voit ceux qui l'entourent aujourd'hui, je n'en vois pas qui soit qui ait une aussi grande importance dans l'arène politique comme candidat Azanaï. Donc le chef de l'État est fragilisé. L'autre conséquence que moi je vois là, candidat Azanaï, par son départ, peut faire des émules. Parce que, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est parti pour des raisons qui lui sont restées propres et personnelles. Mais nous, on peut conjecturer que, par exemple, c'est parce qu'il n'est pas souvent suffisamment écouté. Il a dû prendre ses responsabilités. Ça peut faire des émules dans ce même gouvernement, parce que ce qui est arrivé à Azanaï, si proche du président Talon, forcément, d'autres membres du gouvernement peuvent être même en train de se préparer pour le lâcher aussi. C'est ma lecture. Oui, nous sommes sous les tropiques où, contre mauvaise fortune, on fait bon cœur. Candidat Azanaï a démissionné. Est-ce qu'on peut croire que c'est un homme qui reste du moins attaché à son idéal? Forcément. Vous le connaissez, vous connaissez le parcours politique de l'homme. Candidat Azanaï, c'est que surtout après sa démission, je l'ai dit, c'est un acte de bravoure, on ne peut pas le nier. Et rester fidèle à ses convictions, c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on a ce parcours comme celui du candidat Azanaï. Je suis en train de lire que l'homme,
Il est atypique. Il est atypique parce que, n'oublions pas, au régime défunt, il a quand même été membre du gouvernement Yahi et le tout s'est terminé pratiquement de la même façon. Il n'avait pas démissionné à l'époque, mais le clash entre les deux hommes, on l'a quand même suivi de très près aujourd'hui. Donc, c'est un homme qui est très, très attaché à sa liberté, d'abord à sa liberté d'action, de pensée et de parole. Et toute situation qui va le mettre en travers de ce désir qu'il a toujours nourri, et il essaie toujours de casser alors cette situation-là. Et c'est ce qu'il a dû faire pour quitter alors, le président. C'est donc un homme qui reste attaché à un idéal. Et quelle est la réponse que vous avez donnée à ce titre? Candidat Zanaï, un ami ou un traître? C'est le titre du quotidien, la priorité, votre quotidien. Bien sûr. C'est la question que vous avez posée. En Oui, manchette. évidemment, on a mis cette question dans l'espace public, que chacun fasse son opinion. Maintenant, personnellement, mon opinion, c'est que Candidat Zanaï, à travers son acte, n'est ni un ami, ni un traître. Il n'est pas un ami de Patrice Talon, parce que quand on est ami, ce n'est pas dans les difficultés qu'on lâche son ami. Il y a même un adage populaire qui dit qu'on ne reconnaît ses vrais amis que pendant les moments de difficulté. Patrice Talon, n'oublions pas, il est dans de sérieuses difficultés aujourd'hui parce que le projet de révision qu'il a voulu mettre en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale est en train de battre des ailes sérieusement. Et sur le plan, disons, social également, ce n'est pas la bonne presse pour le président. Maintenant, quand un ami se décide à vous lâcher dans une difficulté aussi criarde, je me dis que là, il n'est pas un ami. Mais est-il un traître? Il est peut-être traître parce que quand on a juré de porter secours, de donner son assistance à un projet, ce n'est pas en plein exercice de ce projet-là qu'il faut lâcher. Donc, il est autant traître qu'un ami. Alors, toute démission survient après calcul. Alors, Candidat Zanaï, il a démissionné, il sait pourquoi il l'a fait. Quid des avantages de cette démission? Les avantages éventuels? Oui, Candidat Zanaï, il ne faut pas l'oublier. Vous savez que dans quelles conditions il a été réélu député à l'Assemblée nationale après s'être arrimé un peu à la barque de l'Union fait la nation, c'est en posant un acte de témérité, de bravoure à l'époque, en s'opposant de manière très véhémente à la gouvernance de l'époque sous le président Yahi, avec des thèmes que je ne voudrais peut-être pas rappeler ici. Ces thèmes l'ont mis dans le cœur des Béninois comme quelqu'un qu'il fallait sauver coûte que coûte. Et en termes de popularité, ça lui a valu, disons, une montée crescendo de sa cote de popularité à l'époque. Ce qu'il vient de faire aujourd'hui avec le président Talon sur le plan social qui est complètement par terre aujourd'hui, l'acte de Candidat Zanaï est un acte de bravoure et salué comme tel par le peuple béninois. Et si d'aventure les élections législatives devraient être pour demain, Candidat Zanaï sera réélu haut la main et il risque même de faire ombrage à la supposée liste qu'aurait peut-être soutenu le chef de l'État actuel. Oui, certains voient que ces avantages calculés risquent de ne jamais être atteints. Ça risque d'être un supplice de Tantale jamais atteignable. Parce qu'il faut que le peuple soit d'accord avec cette démission. Il faut que le peuple l'apprécie à cette valeur-là. Parce que, bon, comme je l'ai dit, on peut qualifier ça d'acte irresponsable. Oui, vous savez, le peuple béninois est un peuple atypique. Vous savez pourquoi les gens, la raison fondamentale qui a fait l'élection du président Talon, par exemple, les Béninois se disent que quelqu'un qui vient affronter un chef d'État, disons, en exercice, celui-là est un téméraire, et c'est celui-là que le Béninois soutient malheureusement. Vous voyez, donc quand ce que vous dites aujourd'hui, comme Azanaï, qui risque de ne pas récolter les fruits de ce qu'il vient de poser aujourd'hui comme acte, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand on analyse un peu la sociologie des Béninois, c'est surtout dans la témérité que les gens soutiennent au Bénin ici. Et je le dis avec la ferme conviction que si les élections sont pour demain, vous aurez cette grande surprise que les gens aillent du côté du candidat Zanaï plutôt que d'aller du côté de Patrice Talon. Parce que aujourd'hui, ce qui est dit du président Talon aujourd'hui dans l'opinion, c'est que c'est un régime affameur qui ne permet pas aux Béninois de bien vivre. Et les gens qui le disent, dites-moi, ils sont fonctionnaires? Est-ce qu'ils ont le salaire à la fin du mois? Cela pose quand même problème, monsieur Bianzin. Bien sûr. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que le peuple béninois est un peuple atypique. Ceux qui sont salariés de l'État... Si les gens sont habitués à obtenir des avantages en sourdine ou des avantages frauduleux, ben, ils peuvent le dire. S'il est là pour arranger le pays, pour assainir les finances du Bénin, j'estime que c'est normal qu'il n'y ait plus de fraude.
Bien sûr, il ne peut pas y avoir de fraude d'ailleurs dans un État qui veut vraiment aller de l'avant. Et là-dessus, le président Talon est imbattable. C'est qu'il est dans son rôle. Tout ce qu'il a fait depuis le 6 avril 2016, en tout cas, c'est un coup de chapeau qu'on lui tire. Il faut forcément qu'on aille maintenant au développement parce qu'une démocratie qui n'induit pas le développement n'en est pas une. Ouais, donc, tout ce qu'il fait sur le plan de l'austérité à mettre au niveau de la gouvernance, tout le monde salue ça. Mais dans le même temps, il y a également le social qu'il ne faut pas oublier. Et c'est sur ce terrain-là, évidemment, il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement fait, mais qui restent quand même des efforts insuffisants. Donc, s'il y a un conseil peut-être à donner au chef, disons, au gouvernement qui est là, c'est de travailler à mieux remplir le panier de la ménagère, comme on a l'habitude de le dire chez nous. Alors, maintenant, qui pour remplacer Candidat Zanaï? Il est parti, mais, et puis la place reste vacante. Mais non, la place n'est jamais vacante. Elle ne l'a jamais été. Vous savez, il est ministre délégué. Évidemment. D'accord, mais il faut un autre délégué pour couvrir le vide. Pas forcément. Évidemment, quand le candidat Zanaï était ministre délégué, la plénitude de cette prérogative était gérée par qui selon vous? C'était le président de la République qui était le ministre de la Défense titulaire. Il a quand même besoin d'un œil là-bas. Et puis, ce n'est pas seulement sous Patrice Talon qu'on a connu, disons... On a connu avec Nicéphore Soglo. Et non seulement avec lui, avec le président Bouni Yahi, quand il a détenu par devers lui les rênes de la Défense. Le président Soglo était même le ministre de la Défense. Plénipotentiaire. Tout à fait. Donc ce n'est pas nouveau. Donc le président Talon n'a rien fait, n'a rien créé. Il n'a fait que suivre ce que nous avons connu depuis toujours au Bénin, qu'il confie ce département à quelqu'un d'autre. En tout cas, il n'y aura aucune surprise à mon sens dans ce cas, qu'il l'ait gardé par devers lui jusqu'à la fin de son mandat. Moi, je me dis que c'est dans la droite ligne de l'organisation même de notre pays. OK, deuxième sujet, révision de la Constitution. Les députés n'ont pas voulu d'une procédure d'urgence. Pourquoi ne pas vouloir d'une procédure d'urgence? Non, vous savez que pendant 27 années, cette Constitution nous a quand même mis hors de mauvaise portée, si je puis m'exprimer ainsi. C'est une Constitution qui a fait son chemin, qui a créé quand même un espace de paix, de cohésion nationale. Et la seule chose qui nous a manqué dans notre pays pendant ces 27 dernières années, c'est le développement que devrait induire cette paix que nous avons au Bénin. Vous voyez, donc, si quelqu'un vient aujourd'hui pour demander qu'on amende, qu'on révise cette constitution en procédure d'urgence, c'est quoi? C'est qu'on fasse ça, tous travaux cessants. Oui. Qu'on le fasse rapidement. Oui, en l'espace de 15 jours maximum. Il ne faut pas oublier que en 27 années de démocratie, le Bénin a connu 4 présidents. Patrice Talon est le 4e président du Bénin démocratique. Et ces 3 prédécesseurs ont tous voulu réviser la constitution mis à part le président Soglo, qui n'a fait qu'un mandat de 5 ans, et donc qui n'en a pas eu le temps à l'époque. S'il en avait eu le temps, il aurait également tenté. Maintenant, les 2 autres qui l'ont tenté l'ont fait chacun pendant, disons, 2 mandats, c'est-à-dire 10 années. Ils ont mis 10 ans à profit pour échouer devant ce projet quand même de taille, parce que les Béninois, s'ils ont quelque chose qui leur tient à cœur, c'est cette révision, c'est cette constitution-là. Donc, si pendant 10 ans, pendant 2 mandats, 2 présidents de la République n'ont pas pu le faire, ce n'est pas dans un mandat de 5 ans, parce que Patrice Talon a été clair, il veut faire un seul mandat de 5 ans, ce n'est pas en 5 années qu'on peut réviser cette constitution-là. Maintenant, demander son amendement en procédure d'urgence, ça veut dire que le président de la République a, ma foi, oublié un petit point qui lui fait défaut aujourd'hui. C'est quoi? C'est que réviser la constitution du Bénin aujourd'hui, c'est comme une course de fond et non pas une course de vitesse. Il a certainement ignoré cet aspect-là de la question. Et il a voulu y aller dans une course de vitesse. Les gens lui ont fait savoir que, attention... Mais la procédure d'urgence, ça suppose quand même... On laisse tout, comme vous l'avez dit, tout travail, c'est ça. Mais ça suppose de l'assiduité. Je suis d'accord, mais c'est... De l'investissement. Bien sûr. Comme cela se doit. Bien sûr. Oui. Mais c'est d'une course de vitesse qu'il s'agit. Et notre constitution lui a fait savoir que c'est une course de fond, si on veut y aller, parce que... Mais attention, les 27 prochaines années, elles vont nous réserver quoi? Si en 27 années précédentes, nous n'avons pas progressé outre mesure, ce n'est pas, disons, en y allant sur un coup de tête. Moi, je pense ça comme un coup de tête, on ne peut pas y aller. Et puis, vous avez suivi un peu les différents arguments des membres de la commission Diogbenou,
et d'éminentes grises de notre pays, les pères de notre Constitution, tout ce beau monde-là a dû réagir pour recentrer un peu le débat, pour montrer que, attention, il s'agit maintenant de quelque chose qui va engager notre avenir et il ne faudrait pas qu'on y aille n'importe comment. Peut-être que le chef de l'État lui-même est en train de comprendre parce que quand le ministre Diop Guénou est arrivé sur votre plateau ici pour parler de ce projet, il disait que le mois de mars serait le mois de la révision. Il comprend aujourd'hui qu'ici on est au Bénin et qu'on ne peut pas y aller de cette façon-là. Mettons la balle à terre et n'escamotons pas les étapes parce que, attention, peut-être il y a beaucoup de contours de ce projet-là que même le président de la République, parce que dans le feu de l'action, on peut perdre pas mal de choses de vue. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut demander au président, aux uns et aux autres, de ne pas avoir peur du temps nécessaire à consacrer à ce projet. Ce qui est sûr, tout le monde est unanime là-dessus aujourd'hui, que la Constitution du Bénin doit être révisée. Ça, ce n'est plus une question qui reste en suspens. Oui, et non pour la procédure d'urgence, mais OK pour la procédure normale. Partant, les députés sont descendus sur le terrain, au contact avec leur base. On suppose que les personnes que nous voyons parler à la télévision sont effectivement des paraîtres de la société. Mais est-ce que les gens qui parlent, les gens que nous voyons parler à la télé ne sont pas manipulés? Non, vous savez, c'est possible, comme ça peut ne pas l'être, mais j'ai l'impression qu'ils le sont. Mais ils le sont à bon droit, parce que vous savez que le projet est aujourd'hui dans l'espace, dans le domaine public. Vous voyez. Et face à ce projet du président Talon, j'ai vu comme deux composantes de la société béninoise, disons, en confrontation. La première, c'est les techniques, et la deuxième, c'est les politiques. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas de cadeau qu'on puisse se faire. Donc, c'est comme dans une jungle où les araignées se mangent. Donc, et là, c'est de bonne guerre sous cet angle-là. Vous savez que le président Patrice Talon, au début de sa gouvernance, a érigé l'austérité comme norme de gouvernance. Du coup, il a mis en difficulté pas mal d'individus dans le pays et surtout la classe politique. Cette classe politique qui l'attendait au carrefour parce qu'on sait que ce qui est sûr, d'un moment à l'autre, vous aurez besoin de nous. Et on est dans le cas là maintenant. Et c'est le moment pour eux de faire pratiquement toutes les enchères possibles. Et on est là aujourd'hui. N'oubliez également pas que quand le président Talon est arrivé au pouvoir, il avait annoncé même la révision de la Constitution par référendum, au plus tard le mois de décembre de 2016. Et dès lors qu'il a émis ce vœu, il a été remis à l'ordre par la Cour constitutionnelle à l'époque, pas dans une décision normale, mais peut-être de façon fortuite. Et du coup, il a changé de cap. Il a vu qu'on ne peut pas aller au référendum sans avoir l'aval des parlementaires. Aujourd'hui, il revient dans la droite, dans la mesure normale, et on lui trouve aujourd'hui d'autres raisons. On le contraint maintenant à aller au référendum parce qu'on estime que le peuple suffisamment meurtri du fait, disons, de certains actes de gouvernance, n'est plus du tout en mesure de bénir ce vœu-là. Donc je me donne l'impression que le président de la République est aujourd'hui malmené, et puis peut-être les députés vont devoir travailler pour sauver les meubles. Maintenant, ceux qui s'agitent lors des séances d'explication de nos honorables députés, comme je l'ai dit, ils peuvent être manipulés comme peuvent ne pas l'être parce que nous sommes dans le domaine public et dans cette arène, il n'y a pas de cadeau qu'on puisse se faire. Le chef de l'État lui-même, il sait, il est un homme d'action, il est un jusqu'au-boutiste, ce n'est pas un monsieur qui lâche, ce qui est sûr. Patrice Talon aura la révision de la Constitution, ça, il n'y a rien à faire, mais peut-être pas comme il l'entendait. On aura cette révision avec beaucoup d'amendements, beaucoup d'autres nouveautés qu'on doit y apporter pour que la paix dans notre pays soit toujours préservée. Justement, on va obtenir la révision par quelle voie? Par voie parlementaire ou par voie référendaire? Quelles sont les conditions? À quelles conditions les députés peuvent donc donner leur quitus? À quelles conditions appartiendra-t-il au peuple de le faire? Tout est prévu dans la Constitution elle-même. Si on a les 3 quarts, ça veut dire qu'on est d'office dans un référendum, et ça deviendra dans ce cas, disons, incontournable. Même moi, je voudrais lorsqu'on a le 4/5e, ça revient à l'Assemblée de le faire. Ça passe d'office. Voilà. Maintenant, dans ce schéma, on peut avoir ces 4/5e avec tout ce que moi je suis en train de voir là. En tout cas, j'attends de voir. Je me dis que les députés ont aujourd'hui l'obligation de se donner les 4/5e ou de donner les 4/5e, d'autant qu'ils sont déjà allés sur le terrain, qu'ils sont déjà allés contacter la base. Si on lance aujourd'hui un référendum, qu'est-ce qui reviendra encore à ces mêmes populations qui sont à la base
de faire. Encore que les populations sont déjà prononcées. Le référendum risque peut-être de nous pomper financièrement parlant, alors que ces sous qu'on aurait dû prendre pour d'autres travaux de développement dans notre pays, utiliser ça rien que pour un oui ou un non du peuple, je me dis que là ne serait pas forcément la voie. Donc les députés, s'ils peuvent déjà, parce que quand ils sont descendus sur le terrain, j'ai apprécié cette démarche-là, qu'ils demandent aux populations de faire des amendements. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette forcément dans cette constitution nouvelle qui s'annonce? Et beaucoup font beaucoup de propositions, et je suis sûr que du retour de cette descente de terrain, ils vont devoir harmoniser ces différentes propositions pour en faire quelque chose d'unique à intégrer au test envoyé par le gouvernement. Et si tant est que tous ces détails sont réglés, je suis sûr qu'on risque d'avoir un test suffisamment au point maintenant, un test qui satisfasse et le gouvernement demandeur et la population qui s'est érigée aujourd'hui comme entre griffes défenseur de sa constitution. Alors, parlons un peu du contenu donc, du projet. Les magistrats ont marché sur l'Assemblée nationale à Porto Novo avec le soutien des syndicalistes. En quoi est-ce que le projet actuel aurait affaibli le pouvoir de la justice? Non, vous savez que c'est sur quelques points que l'UNAMAB est en train de combattre le projet, parce que l'UNAMAB estime que la révision telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, si on l'a fait en l'état, risque de les déposséder de leurs prérogatives. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend l'instruction d'un dossier qui met en difficulté un membre du gouvernement, par exemple, tel que c'est dit, c'est à croire que soit le président ou bien le ministre, c'est des gens qui sont au-dessus de la loi. On ne peut pas les garder à vue, par exemple. C'est comme si on est en train de leur faire la part belle, alors que tout porte à croire qu'ils sont trempés. Et pourquoi les soustraire de cette mesure-là judiciaire? C'est des points comme ça, des points du genre qui font l'achoppement entre les magistrats et le gouvernement actuel. Le même projet renforce tout de même le pouvoir judiciaire, en ce sens qu'aujourd'hui, le président de la Cour suprême ne sera plus nommé par le chef de l'État. Il sera désigné par ses pairs, élu par ses pairs. Bien sûr. Et puis ce président de la Cour suprême va siéger en tant que président du Conseil supérieur des magistrats. Bien sûr. Donc, mais il y a beaucoup d'innovations, et beaucoup reconnaissent ça, même les magistrats reconnaissent ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'en parlant des populations, vous vous demandiez si ces populations ne sont pas manipulées. Je vous ai dit que nous sommes dans le domaine public aujourd'hui avec le politique qui dicte forcément sa loi. Peut-être que les magistrats, vous savez que on ne fait jamais rien sans rien au Bénin ici. Et le président Patrice Talon, en voulant peut-être disons, légiférer, pas légiférer, gouverner avec austérité, a quand même fait pas mal de mécontents. De mécontents, je vais nommer personne, des mécontents qui ont des attaches dans pratiquement toutes les sphères de la République. Peut-être que c'est une expérience de cause à effet. Le président a dû faire pas mal de mécontents qui lui retournent aujourd'hui la monnaie de sa pièce. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui avec les magistrats, évidemment des gens qui sont plus à même de reconnaître la justesse de la cause ou bien des causes défendues dans la nouvelle constitution. Si c'est ces magistrats qui s'opposent à sa révision pour des raisons qui leur sont propres aujourd'hui, moi je me dis que chacun est dans son rôle. Il y a aussi la durée du mandat présidentiel qui ne plaît pas à tous. Ce mandat est porté à 6 ans contre 5 précédemment. Alors, quels sont les atouts et les faiblesses de ce mandat unique porté à 6 ans? Le mandat unique en soi n'est pas une mauvaise chose. Parce que moi, je vais même proposer que les États africains puissent, disons, expérimenter ça pour que nous, en Afrique, on quitte la conception patrimoniale du pouvoir. Parce que quand nous, en Afrique, on vient au pouvoir, c'est comme si le pouvoir est destiné à un clan. On ne veut plus lâcher prise, on ne veut plus quitter le pouvoir. Sous cet angle, je me dis que le mandat unique est une solution, disons, pour le développement de l'Afrique, parce que dès lors qu'un leader arrive au pouvoir, il se dit que je fais peut-être un mandat de 5 ans, je m'en vais, ou bien de 6 ans, je m'en vais, pour que l'alternance soit aujourd'hui la chose de l'Afrique la mieux partagée. Sous cet angle-là, je suis entièrement d'accord
pour le mandat unique. Maintenant, tel que le projet est présenté au Bénin, je me dis qu'on est allé trop vite en besogne. On est allé trop vite en besogne. 6 années et on le soutient de façon mordicus. Je me dis que quelque part, il faudrait que le débat soit mené, qu'on y étudie les pour et les contre avant de s'y engager, parce que le mandat unique peut se révéler peut-être plus destructeur que ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et c'est peut-être sur ces points-là, sur ces détails-là que les gens surfent aujourd'hui pour passer sous guillotine la proposition du chef de l'État, sinon que les avantages qui sont dans le mandat unique, le mandat présidentiel bien sûr, les avantages sont énormes. Alors, il y a beaucoup d'autres points sur lesquels on pourra revenir plus tard. À présent, nous allons suivre le contenu du web. La revue du web est présentée par... C'est pas Awa Chérif, oui, Awa Chérif. Marie-Louise Perrin. Chers amis de Club Mediaset, bonjour et merci de rester connectés à la revue du web. Nous plantons le décor avec Jeune Afrique qui, dans sa publication du 29 mars dernier, aborde l'acquittement de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire. Il titre « Simone Gbagbo acquittée ». Ce procès nous laisse un goût amer vis-à-vis des victimes. Dans le développement, il est écrit que plusieurs associations parties civiles au procès ne cachent pas leur désarroi au lendemain de l'acquittement de Simone Gbagbo, qui était poursuivie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Face à une justice ivoirienne jugée partiale, certaines organisations en appellent à la Cour pénale internationale. Plus loin, avec le quotidien Le Monde, nous pouvons lire « Soulagement au FPI, l'acquittement de Mme Gbagbo qui purge déjà une peine de 20 ans de prison prononcée en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État a en revanche été accueilli avec soulagement par ses partisans. Le Front populaire ivoirien FPI, parti créé par l'ex-président Laurent Gbagbo, s'est félicité de cette décision, l'interprétant comme une volonté d'aller à la réconciliation. Parlant de réconciliation, le site maliactu.net nous informe que la session extraordinaire du Conseil des ministres, tenue le samedi 18 mars 2017, prévoit la conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril 2017 à Bamako. Elle regroupera 300 participants venant des régions du district de Bamako et de la diaspora. Cette rencontre a été annoncée par le chef de l'État, Ibeka, comme un jalon important dans la réhabilitation de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Mali. Et pour Moussa Mara, combler les insuffisances de l'accord n'est pas la vocation de la conférence, mais il espère qu'elle sera une bonne illustration de la mise en œuvre de l'accord de paix et la justification de cet accord est une bonne chose pour le Mali. Partant de l'Afrique, prenons la tension politique de la France où, selon leséchos.fr, Valls soutient Macron et donne le coup de grâce au PS. À 24 jours de la présidentielle, le PS est au bord de l'implosion. L'ex-premier ministre Manuel Valls, qui avait jadis théorisé les deux gauches irréconciliables, a franchi le Rubicon et a annoncé le mercredi dernier qu'il votera pour Emmanuel Macron au premier tour. Et non comme il s'y était engagé formellement pour le candidat investi par le PS, Benoît Hamon. Pour Valls, il s'agit du choix de raison pour éviter un second tour Fillon-Le Pen. Sur la page d'Europe 1, nous lisons « Soutien de Valls ». Tous les candidats s'en réjouissent sauf Macron. Le soutien de Valls à Macron peut en effet ressembler à un cadeau empoisonné pour l'ex-secrétaire général de l'Élysée, lui qui essaye tant de convaincre que ses soutiens ne viennent pas que de la gauche et qu'il n'est pas responsable du bilan du quinquennat Hollande. Mesme Adisso, c'est avec un carnet noir que nous allons nous déconnecter. Il s'agit de la disparition de notre confrère de RFI, Laurent Sadou, l'homme de Afrique Midi. À dimanche prochain. Merci à vous, Marie-Louise Perrin. Et chaque jour est une vie. Malheureusement, Laurent Sadou n'aura plus l'occasion de vivre cette vie, lui qui y a tout le temps tenu mordicus, paix à son âme. Arnaud Bianzin, nous avons perdu un confrère, un des plus éminents.
Évidemment, c'est un artiste. Et si je dis tout simplement salut l'artiste, l'artiste ne meurt jamais. Voilà. Simone Gbagbo, accusé pour crime contre l'humanité et crime de guerre, vient d'être acquitté. Quelles sont selon vous, quelles sont vos vues sur cet acquittement? Une décision sérieuse, professionnelle ou calculée? Moi, je me dis que c'est une décision plus politique que technique et qui va dans la droite ligne du processus de paix et de réconciliation dans ce pays qui, ne l'oublions pas, a été traversé par une crise politique sans précédent avec beaucoup de pertes en vies humaines. On parle de plus de 3000 morts. Donc, Simone Gbagbo avait contre elle plusieurs chefs d'accusation. Son mari reste toujours dans les liens de la CPI jusqu'à maintenant. Donc, quand on la quitte après une première condamnation à 20 ans de prison, je me dis que c'est dans la droite ligne du processus de réconciliation et que la Côte d'Ivoire en profite vraiment pour panser ses nombreuses plaies. Son parti d'appartenance est sûrement content, mais les organisations de la société civile se plaignent et voudraient même se référer quand même à la Cour pénale internationale. Croyez-vous qu'à présent, au moment où les Béninois, les Africains du moins, sont en train de réfléchir autrement, il faille encore s'en référer à la CPI? Moi, je ne crois pas qu'il y ait urgence à aller à la CPI parce que les problèmes africains, il faut qu'on apprenne à les régler en Afrique. Parce que la CPI, on a l'impression de croire que c'est une cour qui n'est là que pour les États africains, parce que de mémoire de Béninois ou bien d'Africains, on n'en a jamais vu de dirigeants européens, alors qu'il y a beaucoup d'exactions. Je parle de la Syrie, par exemple, ce qui se commet là-bas aujourd'hui, tout le monde le sait, mais Bachar el-Assad n'ira jamais devant la CPI. Mais pourquoi cette cour, c'est toujours pour les Africains qu'elle se réunit? Je me dis que là n'est pas la solution. Il faudrait que nous donnions des solutions africaines aux problèmes africains. Et puis quand même, ce verdict va dans le sens de la réconciliation des Ivoiriens. Je l'ai dit, il faut qu'ils y tiennent. Il faut qu'ils y tiennent. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions commises sous leur fait, mais c'est vrai, les organisations de la société civile qui sont contre cette décision, elles sont dans leur droit, dans leur rôle. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise pour la paix, la cohésion sociale. Je pense qu'il faut lâcher prise. C'est ce à quoi les Ivoiriens doivent travailler aujourd'hui. En France, Manuel Valls accorde son soutien à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je me dis simplement que c'est un soutien encombrant parce que Macron, qui reçoit le soutien, il aurait fallu un peu suivre sa déclaration. Il a eu une déclaration très timide et même aller plus loin, comme quoi même s'il arrivait à être élu demain, Valls n'a rien à espérer de lui. Donc, je me dis que c'est un choix peut-être hasardeux. C'est pour renforcer quand même les chances de la gauche. Bon, on estime qu'il puisse le faire vraiment parce qu'une élection demeure toujours une élection et les sondages peuvent ne pas peut-être se révéler. Arnold Benzin, journaliste, directeur de publication du quotidien La Priorité, comédien aussi, hein? Vous êtes beaucoup plus connu comme comédien. Bien sûr, je le demeure. Patron de la rue de Presse Fongwe. Bien sûr, je fais tout ça. Oui, sur Radio Planète. Voilà. Je suis bien de radio aujourd'hui parce que c'est retransmis sur beaucoup de radios dans le pays aujourd'hui. Alors, vous avez eu tout le temps ce soir, puisque Apol Emeliko Adjouvi nous a fait défaut, nous a fait un faux bond, et cela vous a permis de vous exprimer comme vous l'auriez tout le temps voulu. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous aurons l'occasion de recevoir une autre fois. Un plaisir partagé. Voilà. Tout de suite, nous allons recevoir Jocelyne Ladaé pour la rubrique Le médiateur de la presse. Jocelyne Ladaé, d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir, M. Adisso, bonsoir à tous. Oui, alors le projet de révision de la Constitution préoccupe tous les Béninois. La presse en a fait son chou gras. Et quelle est la situation qui se pose aujourd'hui aux journalistes lorsqu'on lit un peu le projet de révision de la Constitution? Jocelyne Ladaé. Eh bien, on dira que c'est le dernier acte qu'on va aborder. Le dernier acte, en ce sens que c'est celui de l'envoi à l'Assemblée nationale par le président de la République de ce projet de révision de la Constitution et qui touche en l'article 143 nouveau le secteur de la régulation des médias. Et dans ce
cet article 143 nouveau, il s'agit de refondre un tout petit peu à la baisse au nombre des conseillers et le mode de désignation des conseillers. Alors, il est lu dans cet article 143 nouveau de ce projet de constitution que la HAC, disons, Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, ceci nous concerne, nous, professionnels des médias, elle va comprendre désormais 5 membres qui vont être désignés selon le mode, un membre désigné par le président de la République, un membre désigné par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 des professionnels des médias. En plus, ils auront un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et le président de cette institution sera élu par ses pairs pour le mandat, la durée du mandat de 5 ans. Excusez-moi. Et il y aura l'organisation et le fonctionnement qui sera régi par une loi organique. Donc, c'est un texte qui a priori, selon les sceptiques et les critiques, trouve que ce texte est trop laconique, qui ne donne pas assez de détails sur ce qu'on attend comme enjeu, comme gros changement ou comme explication aux changements même qui vont intervenir aux côtés du côté du secteur de la régulation des médias. Alors, on passe désormais donc à 5 conseillers. En quoi est-ce que la réduction du nombre de sièges peut être salutaire pour les hommes de médias? Eh bien, moi, je fais ma petite réflexion, étant donné que depuis que ce texte est envoyé à l'Assemblée nationale par procédure d'urgence qui a connu les rebondissements derniers que nous connaissons, depuis cela, dans la presse, nos confrères y vont par des articles ou des entretiens ou reçoivent des personnalités du monde des médias ou autres qui fustigent quelque peu ou qui développe un climat de scepticisme autour de la question. Moi, je me suis posé la question de savoir plutôt quel genre d'analyse il faut tenter pour pouvoir désengorger et comprendre la démarche du président de la République et son gouvernement. Et je me dis cela. Nous avons l'introduction d'un code de l'information et de la communication depuis 2015 et bien avant, en 2014, nous avons la loi sur la radiodiffusion, le numérique. Et bientôt, nous avons le challenge du passage de l'analogique au numérique. Et cela pose de nouvelles missions pour cette institution. Une institution qui est basée sur 9 aujourd'hui et qui pourrait être dégrossie à 5. Pourquoi? Elle pourrait être dégrossie à 5, peut-être parce que le gouvernement estime que c'est de gros postes de budget aussi de prendre en charge des salaires, des indemnités, des primes, des avantages qui vont avec, même si la mandature actuelle, la 5e, ne bénéficie pas de tous ces droits. Et si on veut faire les choses dans les règles de l'art, la 6e mandature, donc la future HAC, devrait pouvoir rémunérer à juste titre et objectivement les 5 conseillers. Donc, ça a déjà un gros pôle budgétaire qui est là. Le second, c'est-à-dire si on prenait la cagnotte qu'on divise par 2, de 9 on passe à 5, donc la cagnotte réelle des 4 pourrait être reversée dans un recrutement plutôt à la base. Parce que si on fait l'état des lieux de la HAC aujourd'hui, dans sa situation managériale et dans toute la procédure administrative, on va lire qu'il n'y a que 6 directions techniques. Et 6 directions techniques pour les challenges qui attendent par rapport à ce nouveau code de l'information et la loi sur le numérique, la radiodiffusion numérique, c'est trop peu. Donc il va falloir trouver la cagnotte pour compenser et élargir l'assiette à la base. Élargir l'assiette de la prise en charge à la base. Injecter de l'argent pour le recrutement de nouveaux profils, parce qu'il en manque aujourd'hui à la HAC. De nouveaux profils, de nouvelles ressources humaines, créer de nouvelles directions techniques, créer de nouveaux services, puisque, si vous le permettez, il y aura de nouvelles dimensions pour la mission de régulation de la HAC. La nouvelle, vous me direz des nouvelles quand je vous dirai ceci. Contribuer à la détermination par l'État du quota des bandes de fréquences radioélectriques et les capacités satellitaires à concéder aux personnes privées exploitant des chaînes de radiodiffusion sonore et de télévision. C'est déjà une première mission
Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore le dispositif administratif pour faire tout ça. La HAC devrait aussi sanctionner dans les manquements des communications en ligne et par GSM, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Donc, il faut encore de nouveaux recrutements pour le faire. Elle va accréditer des envoyés spéciaux des organes de presse étrangers. Elle va procéder à l'extension de l'aide de l'État à la presse en ligne. Donc, tout cela va apporter un regain, non seulement de budget, un regain, une restructuration du dispositif managérial de la HAC. Donc, on pourrait dégrossir au niveau de la fêtière, passer de 9 à 5 et plutôt investir plus dans la restructuration à la base de la HAC. Oui, et les défis du numérique supposent beaucoup de tâches à abattre. Ne serait-il pas plus judicieux de maintenir le nombre actuel à défaut d'en rajouter? Non, je pense que pour ceux qui ont une vision de changement, non de grands changements, de surfer sur l'existant, de ne pas concéder de grands défis, ils peuvent se laisser aller à 9. Mais pour peu qu'on voit qu'on a de nouveaux challenges par rapport au code de l'information, par rapport au passage de l'analogique au numérique, par rapport à la restructuration même de la HAC au niveau de son système des directions techniques et services, eh bien, il y a de nouveaux défis, il faut restructurer, il faut voir autre chose, il faut changer d'option. Jocelyne Alada Dayan, merci d'être passé. Votre mot de fin? Notre mot de fin, au lieu de nous attaquer dans la chicane, de donner des allusions ou mettre dans la tête des Béninois d'être sceptiques sur le projet, il vaut mieux construire favorablement, édifier durablement notre édifice de régulation. Donc il faut nous atteler à des articles, à des commentaires plutôt stratégiques pour édifier dans la paix. C'était donc le mot de la fin. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Apol Ebeiko Adjovi nous a fait un faux bond. C'est dommage. Rendez-vous donc dimanche prochain. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion demain, après le journal de 23h. Portez-vous bien. Bye bye.